sommes un collectif de 16 collègues, chercheurs ou enseignants-chercheurs, qui avons contribué donc à ce livre intitulé Logique et épistémologie. Alors, dans la collection, on trouve par exemple la théorie, la vérité, la morale, le commun, et ces différents volumes, le volume sur la théorie traite de quoi? De la théorie. Le volume sur la vérité traite de la vérité. Et nous, le volume logique et épistémologie ne traite pas de la logique et de l'épistémologie, ou pas, je dirais, pas seulement, mais illustre d'un point de vue différent la manière dont en philosophie on pratique la logique ou on pratique l'épistémologie, c'est-à-dire au sens où nous l'entendons dans cet ouvrage, disons la philosophie des sciences. Alors il y a néanmoins une introduction qui fait une sorte d'analyse de ces notions, logique et épistémologie, mais la plus grande partie du livre a pour objectif d'illustrer la manière dont on pratique la logique en philosophie ou dont on pratique la philosophie des sciences. Alors, il y a déjà de nombreux ouvrages de logique compris dans le sens de la philosophie et de l'ouvrage d'épistémologie. Et nous avons, pour ce livre, essayé de ne pas reprendre ce qui avait déjà été très bien fait dans d'autres volumes et de choisir des questions qui étaient peut-être soit moins traitées que d'autres, soit moins connues que d'autres, moins pratiquées que d'autres. L'occasion a été le programme de l'agrégation. Et la justification du titre, Logique et épistémologie, c'est le programme de l'agrégation. Donc c'est un livre qui s'adresse évidemment aux agrégatifs de philosophie, qui a pour but de les aider à préparer l'épreuve orale, l'une des épreuves orales de l'agrégation. Mais notre ambition est beaucoup plus large. Elle est également de nous adresser à l'ensemble des collègues et des étudiants qui ne sont pas des spécialistes de l'univers de la logique et de l'épistémologie en philosophie. Donc les collègues de l'enseignement supérieur, les collègues de l'enseignement secondaire, les étudiants de philosophie générale. Et notre ambition, ça a été de montrer ou d'illustrer le genre de recherche que nous faisons, que nous pratiquons, chacun dans notre secteur particulier, qu'il s'agisse de la philosophie, des mathématiques, de la biologie, de la technique ou bien d'autres choses encore, et de pouvoir montrer et rendre accessibles des recherches qui sont parfois pointues, mais qu'elles puissent être d'usage possible dans les lycées, dans les cours à l'université, chez les étudiants qui ne sont pas spécialisés dans ce domaine. Alors c'est un assez gros volume, hein, il fait 450 pages pour 17 chapitres, mais nous avons vraiment beaucoup travaillé pour que ces chapitres soient à la fois extrêmement précis et spécialisés, mais le plus accessible possible aux gens qui ne sont pas dans cette spécialité. Alors je vais donner quelques exemples, je pourrais pas, et nous ne pourrons pas ici, nous n'avons pas comment dire, convoqué ici les 16 personnes qui ont contribué, ça n'aurait pas été possible, donc nous allons donner dans ces présentations des exemples de ce que nous avons fait ou voulu faire dans ce livre. Mais je donne quelques exemples de chapitres. Je ne vais pas les citer tous, il y en a trop, mais quelques exemples. Il y en a un qui porte sur preuves et algorithmes, un autre qui porte sur l'économie épistémique des mathématiques, un chapitre dont Julie Bromberg parlera probablement tout à l'heure sur la logique et la théorie de la science à l'âge des universités,
et donc qui concerne la logique et la théorie de la science médiévale. Mais nous avons aussi un chapitre de philosophie de la physique, de philosophie de la biologie. Et puis, moi, je suis enfin, un exemple d'originalité. Vous voyez, lorsqu'on parle des sciences historiques, on pense évidemment le plus souvent à l'histoire. Mais on ne pense pas forcément que l'épistémologie d'une science historique, ça peut être aussi l'épistémologie de la paléoanthropologie et de l'archéologie. Et on ne voit effectivement pas très souvent ces sciences convoquées lorsqu'on fait de la philosophie des sciences ou de l'épistémologie. Et donc, nous avons voulu, voilà un exemple typique d'une approche qui se veut originale dans l'introduction à la logique et l'épistémologie. Je peux prendre un autre exemple, un chapitre qui porte sur l'expertise scientifique et la prise de décision. Dans le parcours des étudiants à l'université, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de cours consacrés à ces sujets et qui méritent pourtant vraiment, et la lecture du chapitre le montre de manière tout à fait éminente, qui méritent vraiment leur place dans les études de philosophie. Voilà, donc il y a à la fois une approche historique et à la fois une approche conceptuelle, théorique, des approches qui se veulent à la fois pluralistes, extrêmement le plus précises possible, le plus en reflet des pratiques effectives de la recherche, mais qui, dans le même temps, se veulent donnent une présentation tout à fait accessible et on espère qu'ils donneront beaucoup de sources de méditation et de réflexion aux lecteurs. Bon, voilà ce que je peux dire sur la présentation d'ensemble du volume. Peut-être que je laisse la parole peut-être à Julie pour continuer et puis ensuite à Philippe. Bon, alors j'ai préparé donc quelques notes de présentation de mon chapitre. Donc je remercie Pierre Wagner pour cette belle opportunité aussi de faire un peu connaître mon domaine. Donc mon chapitre s'intitule « Logique et théorie de la science à l'âge des universités, un tournant décisif ». Donc en fait, j'ai pensé présenter une série de remarques qui permettent de mieux faire comprendre l'intérêt d'un chapitre sur ce moment médiéval des relations entre logique et épistémologie, ou plutôt un de ces moments, parce que c'est-à-dire le XIIIe siècle, pour les raisons que je vais expliquer, puisque bon, le Moyen-Âge couvre quand même 1000 ans et qu'évidemment il y a toute une variété d'approches. Voilà. Mais je pense qu'il est justifié de se concentrer en particulier pour le XIIIe siècle. Donc les remarques que j'ai préparées sont comme une sorte de grand commentaire du titre de ma contribution d'une certaine façon. Voilà. Donc des différents éléments de ma contribution. Bon, d'abord quelques mots sur le mot même de logique, parce que bon, si vous lisez mon chapitre ou si vous lisez d'autres ouvrages consacrés à la logique ancienne et médiévale, il est clair qu'on a un format de ce qu'on appelle la logique qui est très différent de ce qu'on appelle couramment aujourd'hui la logique, c'est-à-dire la logique formelle, puisque mon chapitre se réfère à ce que j'appelle un format ancien de la logique, où la logique est quand même essentiellement une théorie de l'argumentation, et qu'elle a une définition extrêmement large, bon, qui est le format de nos auteurs, qui n'est pas celui que moi j'ai choisi, c'est comme ça que ça se passe, et donc qui inclut énormément de disciplines différentes aujourd'hui, comme l'épistémologie, la philosophie des sciences, la théorie de l'esprit, la philosophie du langage, la sémantique, la sémiotique, tout ça en fait était englobé dans la logique parce que la logique prenait en gros en charge tout ce qui n'était ni l'éthique, ni la philosophie naturelle, ni le droit, ni la médecine, ni la théologie. Donc c'était absolument énorme. Ça concernait, si on peut dire, globalement tous les actes. Son objet était les actes réflexifs de l'esprit sur ses propres opérations cognitives et linguistiques. Ça couvrait absolument tout ça. Et donc ça incluait aussi quelque chose qui correspondrait à la logique formelle aujourd'hui, mais d'abord
ça représentait une proportion vraiment minuscule de ce qu'on appelait la logique à l'époque. Et d'autre part, elle n'était pas comprise de la même façon, puisque on avait une approche, on peut dire, matérielle en fait. C'était une logique matérielle fondée sur les preuves et les argumentations, dont on pouvait éventuellement étudier la dimension formelle, bon, ce qui n'a rien à voir avec le fait de délimiter des objets formels. Voilà. Donc c'est complètement un autre format de la logique, qui inclut aussi bien sûr ce qu'on appelle aujourd'hui la logique informelle, par exemple. Voilà. Ensuite, mon deuxième commentaire, c'est sur cette histoire de l'âge des universités, ou plutôt le début de cette période qu'on appelle l'âge des universités au Moyen-Âge, c'est-à-dire le XIIIe siècle, puisque les universités naissent au tout début du XIIIe siècle, simultanément selon différentes modalités et selon différents modèles, à Bologne, à Montpellier, à Paris, à Oxford, et puis ensuite dans bien sûr d'autres endroits en Europe. C'est un moment où vraiment, la naissance des universités offre un écrin en fait pour la constitution des sciences et des savoirs complètement nouveau, qui n'a jamais eu d'équivalent précédent, et c'est un âge dans lequel, bien sûr, en fait, on se situe toujours, avec quelques petites différences, bien entendu. Donc la naissance des universités, en fait, il se trouve qu'elle correspond à la redécouverte du dernier traité de logique qui n'avait pas été redécouvert jusque-là dans le Moyen-Âge latin, et qui va être l'ouvrage de base de toute la réflexion sur la théorie de la science jusqu'à l'époque moderne. Alors j'emploie moderne au sens des historiens, c'est-à-dire jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les seconds analytiques d'Aristote. Donc, même s'ils étaient un petit peu connus au XIIe siècle, comme en témoignent les réflexions de Jean de Salisbury, un grand auteur du XIIe siècle, qui a une réflexion épistémologique de premier plan, ils étaient connus très superficiellement, et vraiment les premières lectures approfondies des seconds analytiques d'Aristote commencent au moment où naissent les universités. Ça va avoir un impact absolument considérable. Donc parce que cette théorie va être adoptée, ça va être un nouveau paradigme qui va être universellement adopté. Et donc on peut considérer que c'est un peu la naissance ou la renaissance de l'épistémologie médiévale avec la redécouverte de ce traité, mais c'est aussi la transformation radicale de la logique, puisque la logique est le seul corpus en fait qui a été transmis à peu près continuellement depuis l'Antiquité, à une époque où toute la philosophie naturelle d'Aristote, l'éthique, etc., n'était pas transmise, mais elle a subi de grandes transformations du VIe siècle avec Boès jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Or, avec la redécouverte des seconds analytiques, qu'est-ce qu'on redécouvre? On redécouvre l'orientation épistémologique de la logique comme étant une théorie culminant dans une théorie de la science. Ce format, c'était déjà celui de la logique à la fin de l'Antiquité. Il suffit de lire le commentaire de Simplicius, par exemple, aux catégories. Ce format avait été déjà redécouvert depuis 3 siècles dans le domaine arabe, en particulier chez Al-Farabi, et en fait, il est redécouvert à ce moment-là. Donc ça change complètement la compréhension aussi de la logique. Alors un point important, c'est que cette redécouverte de la théorie de la science aristotélicienne se fait dans un contexte qui n'est pas du tout naturaliste, c'est-à-dire où, contrairement à aujourd'hui, il n'y a pas une identification spontanée entre science et sciences de la nature. Au contraire, même à l'époque, le statut scientifique de la physique continue d'être âprement négocié, ce n'est pas du tout quelque chose d'acquis. En parallèle de la philosophie, ce qu'on appelle la philosophie naturelle à l'époque, c'est-à-dire la physique, la biologie, etc., en fait, toutes les autres disciplines de l'université se constituent comme des sciences sur le modèle des seconds analytiques. Donc, la grammaire, la théologie, avec la fameuse théologie comme science de Thomas d'Aquin, la médecine, du moins pour sa partie théorique, la logique elle-même. Et donc ça, c'est une grande invention médiévale. La logique devient une science qui est récursivement à elle-même sa propre logique sous-jacente. Donc tout ça, c'est des inventions médiévales. Et puis, même le droit à la fin. Donc à la fin, finalement, toutes les disciplines de l'université
se redéfinissent comme étant des sciences sur le modèle des secondes analytiques, c'est-à-dire des disciplines scientifiques universitaires, telles qu'on les connaît aujourd'hui et qu'on les pratique dans les universités et au CNRS. Voilà, donc ça c'était le deuxième point. Donc on voit que ce qui est important, c'est que ce n'est pas une définition de la science fondée sur son objet, c'est une définition de la science fondée sur sa méthode. Donc l'important, c'est la réflexion, la rigueur de la méthode, qui peut donc s'appliquer à n'importe quel savoir, même à la grammaire, du moment qu'elle a un objet propre, des propriétés, des causes, des principes, et n'importe quel savoir peut se constituer comme science sur un modèle axiomatique. Enfin, un objet propre qu'au Moyen-Âge on appelait un sujet, parce qu'il y avait une inversion entre le sujet et l'objet. Donc cette même époque où on redécouvre les secondes analytiques est marquée par deux autres découvertes. La découverte de l'éthique d'Aristote, dans laquelle, point fondamental qui peut paraître marginal pour nous, mais qui était fondamental à l'époque, la science appartient aux vertus intellectuelles, donc la science est une vertu. Et l'autre point, c'est la redécouverte de l'anthropologie et de la noétique péripatéticienne, où le savoir, en fait, est une forme de perfection anthropologique, et où ce qui est nouveau à partir du Moyen-Âge latin et arabe, c'est que cette perfection anthropologique va être attribuée directement à la logique. Donc là, il y a ces théories qui commencent à émerger, que la logique est fabricatrice d'humanité, elle est une perfection anthropologique en elle-même et elle garantit ce qu'on appelle la félicité philosophique, c'est-à-dire la vie théorétique, livre 10 de l'éthique à Nicomaque. Ensuite, point suivant, pourquoi j'ai choisi théorie de la science et non pas philosophie des sciences? Bon, d'abord, premier point, j'ai pris épistémologie au sens français, c'est-à-dire philosophie des sciences et non pas théorie de la connaissance, pour différentes raisons, mais une des raisons principales, je pense, qui fait que c'est plus pertinent de s'intéresser à la théorie des sciences à cette époque-là, c'est que la philosophie de la connaissance, globalement, dans les périodes anciennes et dans les périodes modernes, a été structuré par un dialogue avec le scepticisme. Or, en fait, ce dialogue n'est pas structurant au Moyen-Âge. Il n'est pas structurant du tout au XIIIe siècle. On a un siècle d'optimisme épistémologique presque débridé, on peut dire. C'est un âge d'or de la science et de la logique. Et il commence à s'exprimer à la fin du XIIIe siècle à travers ce qu'on a appelé plutôt des défis sceptiques, donc erreur des sens, solipsisme, Dieu trompeur, mais on reste confiant dans la possibilité en fait de surmonter ces défis. Donc c'est plutôt la constitution d'une science aux sciences strictes, d'un savoir scientifique aux sciences strictes qui mobilise tous les efforts. La raison pour laquelle j'ai parlé de la science et non pas des sciences, c'est que le mot scientia au Moyen-Âge signifie avant tout un état épistémique, qui est celui de savoir scientifiquement, en fait conformément à épistémé chez Aristote. Et le sens moderne de science, c'est-à-dire corps de savoir constitué, est appelé au Moyen-Âge scientia aggregata, ou science par agrégation, et c'est plutôt un sens secondaire en fait du mot science. Donc la science, c'est vraiment un état qui est nouvellement d'ailleurs constitué comme étant un état de certitude. Ça, c'est un nouveau mot aussi qui arrive à cette époque. Donc mon chapitre, j'ai décidé, c'est un peu aussi une des manières d'interpréter le volume, comme étant à l'intersection de la logique et de l'épistémologie, à l'intersection de la logique et de la théorie des sciences. Pourquoi? Non pas comme un artefact pour pouvoir faire un article pas trop long et pas trop compliqué, mais parce que à l'époque, il y a ça correspond à un double processus très important qui est la logicisation de la méthode de la science. Donc c'est une définition logicisée de la preuve et du savoir, d'une part, et d'autre part, il y a une redéfinition de la logique comme logique de la science avec la redécouverte des secondes analytiques comme étant le point culminant de la logique aristotélicienne. Donc c'était ça un peu c'est ça l'idée générale de mon chapitre.
Et ça se distingue de ce qui se passe avant et de ce qui se passe après. Parce que cette vision logicisée de la science n'est pas celle de l'Antiquité, elle en particulier n'est pas celle d'Aristote, dans laquelle la méthode de la science implique des tas d'opérations qui ne sont pas logiques, qui sont parfois même pas discursives, comme la collecte, la description, les listes de propriétés, enfin, et puis bien sûr l'observation. Et puis, bon, il est bien connu qu'il n'y a pas un seul syllogisme démonstratif dans l'œuvre scientifique d'Aristote, dont tout ça ce qui a fait dire que les secondes analytiques, c'était simplement la méthode de l'enseignement de la science, et ça n'avait rien à voir avec une méthode d'acquisition de la connaissance scientifique. Et puis, évidemment, ça ne s'applique pas à l'époque moderne, puisqu'il y a plein d'autres instruments qui garantissent la scientificité, notamment l'instrumentation, l'expérimentation, etc. Au Moyen-Âge, on est dans une culture où il y a une définition livresque en fait du savoir, et l'opération de connaissance s'appuie, bon c'est un peu réducteur, mais une grande partie des opérations de connaissance s'appuie sur l'idée qu'on va avoir une expansion inférentielle à partir d'un noyau de vérité contenu dans les textes canoniques. Et c'est pour ça que la logique est tellement importante, puisqu'on va faire de l'extraction doctrinale, par exemple de l'extraction doctrinale de la Bible, on va faire de l'extraction doctrinale, on va en constituer des concepts de base et on va à ce moment-là pouvoir développer un phénomène d'amplification du savoir par processus inférentiel. Ben, effet processus, il faut absolument qu'il soit contrôlé et qu'il soit correct. Donc c'est une conception, en fait, vous l'avez compris, complètement réflexive du savoir scientifique, axée sur une conception logicisée de la preuve. Et le plus important, au fond, c'est ça, la marque de fabrique de la conception médiévale, c'est que c'est une preuve qui doit incorporer le savoir théorique de ce que c'est qu'une preuve. Donc, si tu fais une démonstration qui n'incorpore pas le savoir de la théorie de la démonstration, ben, en fait, tu connais par hasard. Même si ta démonstration, elle est parfaite, si elle n'incorpore pas un savoir de la démonstration, elle n'est pas, c'est pas une véritable connaissance scientifique. Donc c'est pour ça que je parle de pratique logicienne du savoir et non pas seulement logique, parce qu'il y a cette dimension réflexive, donc, et c'est ça qui distingue le savoir du non-savoir. Et cette dimension logicienne, elle inclut la connaissance réflexive, donc la garantie de la conclusion. Rappelons que la science se définit au Moyen-Âge comme l'habitus des conclusions, mais il faudrait dire l'habitus des conclusions comme conclusion, c'est-à-dire obtenue à travers tout un processus de démonstration. Donc la garantie de la conclusion et aussi la connaissance de la réfutation de la contradictoire. C'est ça, connaître scientifiquement, c'est tout ce processus. Donc, l'autre élément important, c'est que la logique est une logique de la découverte qui prétend guider l'activité scientifique et non pas seulement la mettre en ordre de façon axiomatique a posteriori, non seulement dans ces processus inférentiels, bon ça paraît assez évident, mais aussi dans ces opérations de base, c'est-à-dire la conception les concepts, les définitions et même la justification des premiers principes, qui est prise en charge par la logique, et ça aussi c'est une nouveauté, enfin pas une nouveauté complète parce qu'on a déjà ça chez les commentateurs tardo-antiques, mais enfin bon. Et puis l'autre, je pense que je ne vais pas pouvoir finir tout ce que j'ai préparé, mais en tout cas juste pour conclure, parce que pour donner des repères par rapport à ce qui se passe et qui est mieux connu, l'époque moderne, l'époque contemporaine, il faut savoir que la logique comme méthode de la science n'est absolument pas en concurrence avec les mathématiques. Comme ça peut être le cas à l'époque moderne, on a la logique comme art de pensée, c'est la logique de Port-Royal, mais on a d'autres arts de pensée qui émergent ou qui réémergent, donc la rhétorique et bien sûr les mathématiques. Donc les disciplines qui prétendent pouvoir régler la méthode de la connaissance et de la pensée commencent à entrer en concurrence. Ce n'est pas du tout le cas dans la période qui me concerne, premièrement parce que la rhétorique est complètement marginalisée à cette époque. Donc la logique en fait prend la place d'une certaine façon comme discipline reine de la rhétorique, et surtout parce que dans l'esprit des commentateurs, il n'y a pas du tout de compétition entre logique et mathématiques. Par exemple, pour eux, si tu prends les commentaires aux secondes analytiques et les commentaires aux éléments d'Euclide, tu vois que pour eux, en fait, il s'agit de la même méthode. Il n'y a pas de concurrence de ce point de vue-là. Voilà. Donc je vais peut-être juste conclure parce qu'on a parlé des pratiques.
pour dire que la dernière section de mon chapitre, c'est sur les pratiques et sur le fait qu'il y a sur ce problème qu'on peut avoir, qui est qu'on a une pratique disputationnelle de la science, c'est-à-dire qu'on n'a pratiquement aucun traité de forme axiomatique, alors qu'on vient de redécouvrir les analytiques, on n'écrit aucun traité de forme axiomatisée, déductive, etc. Pratiquement aucun. Et tous nos ouvrages de science, c'est sous forme de disputes avec in utramque partem, de ce qu'on appelle les questions disputées, etc. Donc, quelqu'un comme Robert Pasneau a pu considérer qu'il y avait une sorte d'illusion scolastique et il y avait un hiatus entre les pratiques disputationnelles et puis les théories axiomatiques. En réalité, ce n'est pas du tout le cas et c'est ça que j'essaye de montrer. Nos auteurs trouvent en fait des pratiques de science, notamment par exemple ils inventent la catégorie de dispute démonstrative, qui n'est pas un oxymore, et aussi ils ont une théorisation de ces pratiques disputationnelles de science. Voilà, donc c'est ça fait partie plus globalement de ma méthode en histoire de la logique, qui est une méthode d'histoire intellectuelle, sociale, culturelle de la logique, qui est fondée sur l'histoire des pratiques logiques et pas seulement sur l'histoire des théories logiques. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Julie, pour cette passionnante présentation. Et je voudrais ajouter aussi que ce chapitre est aussi extraordinaire dans sa richesse bibliographique. Et dans toutes les... Parce qu'il nous introduit non seulement à la question qui est traitée, mais il nous donne des ouvertures sur une littérature. Et une littérature qui est ignorée de beaucoup de philosophes. Et ça, c'est quelque chose, je pense, sur quoi on peut insister également. Nous avons fait un effort pour chaque chapitre de donner l'idée de, pour aller plus loin dans l'étude de chacune des questions. Et puis à la fin de l'ouvrage, il y a une longue bibliographie. Mais je parle trop et je laisse la place à Philippe maintenant. Merci. Donc moi, j'ai écrit et je suis bien content d'avoir écrit sur l'invitation de Pierre le chapitre de philosophie de la biologie qui s'appelle Organisme et évolution et qui traite de manière surprenante d'organisme et d'évolution. À savoir qu'il traite d'une question ancienne qui est qu'est-ce que c'est qu'un organisme et en quoi est-ce que c'est plutôt que des paires, corps, âme, donc dans une... Alors, Julie ne m'en voudra pas trop de caricaturer, mais dans une certaine conception aristotélicienne qui a tenu la route jusqu'au XVIIe siècle, mais comme dit Kant, des totalités dans lesquelles les parties ont un sens et une nature commandée par le tout. Donc, et puis l'évolution, parce que, comme ça a été cité 1 milliard de fois, selon Dobzhansky, grand biologiste de l'évolution, rien en biologie n'a de sens excepté à la lumière de l'évolution. Et il se trouve que la discipline, la philosophie de la biologie, a été très marquée par les questions relatives à la biologie de l'évolution. Par exemple, aussi bien des questions très simples que posent les enfants ou les créationnistes, ah bah ouais, mais si on descend du singe, pourquoi il y a encore des singes, que des questions un tout petit peu plus subtiles du genre si la sélection c'est la survie des plus aptes, comment sait-on qui sont les plus aptes à part en regardant ceux qui ont survécu, ce qui fait de la sélection naturelle la survie de ceux qui ont survécu et rend la chose totalement tautologique. C'est des problèmes, donc là, c'est beaucoup plus conceptuel, ça a été posé au XXe siècle, et la philosophie de la biologie comme discipline institutionnelle, c'est pas mal consacré à essayer de penser et de résoudre ces questions-là. En fait, donc, dans le chapitre, je parle de ces deux choses, et de la question assez débattue aujourd'hui de savoir, mais si l'évolution, c'est, comme le disent les évolutionnistes, essentiellement des changements de fréquence de gènes dans les populations, où passent les organismes, puisqu'on parle de gènes et de population, mais pas d'organismes. Ceci étant, là, je voulais dire 2-3 choses un peu plus générales que le chapitre sur, en fait, en quoi ce livre est aussi très intéressant par le fait qu'il expose ce que c'est que de faire de la philosophie des sciences aujourd'hui.
Et alors de manière un peu située, c'est-à-dire par rapport à ce que je fais moi en philosophie de la biologie, je voulais dire 2-3 mots là-dessus. Donc je pense qu'effectivement en philosophie de la biologie, il y a des questions, comme dans toute la philosophie des sciences, des questions métaphysiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut dire de certains objets sur la base de ce qu'en dit la biologie. Et typiquement, on trouve en philosophie de la biologie de longues discussions sur la notion d'espèce, dont on peut s'amuser à retracer la généalogie jusque dans le problème des universaux. Hein. Qu'est-ce que c'est que l'espèce girafe, hein? Est-ce qu'il n'y a que des girafes, comme disait Lamarck, ou est-ce qu'il existe un truc qui s'appelle l'espèce girafe? Ce dont on a quand même un peu besoin si on pense que les espèces descendent les unes des autres selon Darwin, hein, parce que si l'espèce n'existe pas, on ne voit pas trop comment elle pourrait faire pour descendre les unes des autres. Et donc il y a tout un tas de... Alors j'en parlais pas du tout dans le chapitre, mais il se trouve que c'est dans la discipline, hein, il y a tout un tas de questionnements qui consistent à se demander si les espèces sont... déjà comment on les définit, est-ce que c'est l'ensemble des individus susceptibles de se reproduire entre eux en donnant des descendants féconds? Et puis aussi, est-ce qu'ontologiquement c'est des classes, comme en fait ça a toujours été pensé, ou est-ce que c'est, comme ça a été introduit dans les années 80, plutôt des individus? Donc c'est une thèse effectivement un peu contre-intuitive, selon laquelle l'espèce girafe, c'est un grand individu avec un début qui est la première girafe, une fin qui est la dernière girafe dans le temps, et qui occupe l'espace qui est très exactement l'espace occupé par toutes les girafes, chaque girafe individuelle, la girafe Sophie étant par exemple une partie de l'individu girafe. Alors c'est une thèse qui a fait couler, comme on dit, beaucoup d'encre, hein, puisque c'est contre-intuitif, mais ça a pour soi l'avantage de permettre de formuler pas mal de choses que disent les biologistes de l'évolution. Hein, par exemple qu'une espèce a un début et une fin dans le temps. Et puis, comme en philosophie des sciences, il y a des questions métaphysiques, mais aussi des questions épistémologiques, c'est-à-dire des questions qui portent sur les outils de la connaissance, les perspectives de la connaissance, les concepts basiques de la connaissance, comme les lois, la causalité, la nécessité, etc. Effectivement, on traite de ces questions-là. Donc, il y a un chapitre dans le livre de notre collègue Francesca Merlin sur le hasard, hein, qui est en évolution, puisque vous savez que les sélections naturelles reposent sur la variation aléatoire et la sélection. Et bien évidemment, dans ma formulation, le fait qu'intervienne 2 fois le mot sélection pose en soi un petit problème philosophique. Et puis, il y a le hasard intervient en biologie moléculaire, puisque il y a des mutations, que ces mutations sont aléatoires, etc. Et Francesca s'occupe aussi dans ce chapitre de la thèse qu'on a appelée la thèse de la contingence évolutive, selon laquelle, si vous imaginez, pour illustrer, hein, vous savez qu'il y a, je suis très mauvais en, je crois, 400 millions d'années, il y a une comète qui a percuté le golfe du Mexique et qui a fait ce que Donald Trump entend faire encore plus vite, hein, à savoir qui a complètement chamboulé l'ordre de l'univers et qui a fait que les dinosaures reptiliens, pardon, enfin les dinosaures, on va dire, pour dire vite, se sont éteints. Et les dinosaures étant éteints, ça a permis à certains lignages vertébrés, par exemple au hasard les mammifères, et puis par exemple au hasard les primates, de prospérer, et on est là. Et si on imagine maintenant que en fait, la comète en question n'avait pas touché la Terre, si elle était passée 200 km plus loin, ou même 20 km, il y aurait encore des dinosaures, et il est assez plausible qu'on ne serait pas là, puisque les dinosaures prenaient de la place, et qu'ils étaient bons. Je veux dire, ils sont restés plusieurs centaines de millions d'années, nous ça fait péniblement 200 000 ans qu'on est là, et puis on ne va pas rester très longtemps. Voilà, donc c'est contingence de l'évolution. Est-ce que vraiment l'évolution est finalement complètement due au hasard, ce qui est assez radical, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont voulu sauver une idée téléologique de l'histoire naturelle, hein, en disant oui, mais l'évolution, d'accord, il y a du hasard et tout, mais tout ça a été fait pour arriver à des créatures pensantes, intelligentes, susceptibles de prendre leur destin en main et de voter intelligemment, et en fait non. Voilà, donc ça c'est des questions qu'on se pose quand on fait de la biologie évolutive. Il me semble que dans le paysage aujourd'hui, quand on fait cette activité, il y a 2 choses qu'on peut souligner. La première, et ça a été souvent formulé, c'est un lien très fort avec la pratique scientifique, hein. Parfois, il y a des gens qui parlent de tournant pratique en philosophie des sciences.
Alors, il n'y a pas qu'en philosophie de la biologie, le chapitre de Marco Panza parle beaucoup de ça, en fait. C'est que la pratique de faire des preuves en mathématiques. Pour nous, effectivement, c'est aussi la question de savoir comment, par exemple, comment on reconstitue, hein, Pierre en a parlé, comment on arrive à savoir des choses sur ce qui s'est passé il y a très 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 longtemps et on n'était pas là. Hein, donc typiquement la paléoanthropologie, donc ça c'est le chapitre de Mathilde Lequin, comment en pratique hein, on arrive à, avec une certaine robustesse quand même, dire des choses sur, enfin je ne sais pas si comme moi vous lisez de temps en temps des articles de paléoanthropologie, mais c'est totalement fascinant. Les types arrivent dans la nature, ils voient je sais pas, 3 feuilles et ils disent, alors là il y avait des gens, c'était l'espèce de nid sauvane, ils se rassemblaient tous les dimanches, ils jouaient au Scrabble, ils mangeaient plutôt du maïs et les femmes portaient des colliers de fleurs. Tu es là, toi tu vois rien quoi. Et ça c'est la biologie, la paléoanthropologie en pratique. Et puis, si je voulais faire continuer le paysage du côté non pas épistémologique mais métaphysique, vous avez cette chose qui s'appelle la métaphysique des sciences. C'est devenu un label aujourd'hui. Alors, ça ressemble beaucoup à ce que faisait Aristote en un sens. Néanmoins, c'est vraiment l'idée de partir de ce que fait la science pour parler d'objets métaphysiques. Par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une loi de la nature? Qu'est-ce que c'est que la causalité? Qu'est-ce que c'est que le temps? Et alors en philosophie aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aborde à peine, mais qui prend de la place. De manière intéressante, il y a des gens qui se demandent sur cette question de que font les organismes en philosophie. Est-ce qu'il ne faudrait pas ressusciter la catégorie d'agents et dire que par exemple, pour le mettre de manière un peu drôle, les huîtres sont des agents. Hein, parce que les huîtres, ça n'a pas l'air très un agent en fait. Hein, ça a l'air un peu inerte comme ça. Et effectivement, il y a toute une branche de la philosophie de la biologie qui se demande si, au fond, les questions qu'on n'arrive pas à résoudre, parce qu'en prenant le prisme qui est usuel, qui est en termes de qu'est-ce que c'est qu'un organisme? C'est un ensemble de parties qui a été forgé par la sélection naturelle. Et un organisme, ça se débrouille pas mal dans la vie, puisqu'il a été fait par un processus qui vise à maximiser la survie et la reproduction. Donc l'organisme lui-même, quand il est un peu, entre guillemets, évolué, c'est-à-dire quand très exactement il est en capacité de varier un peu par rapport à son environnement à génotype fixe, il va faire le meilleur choix, on va dire, pour lui. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est l'idée que, au fond, les organismes ont une sorte de rationalité. Et par exemple, ça permet de comprendre le fait que quand vous avez des antilopes qui voient un prédateur, elles fuient. Hein, elles ne se jettent pas dans la tête du prédateur. Classiquement, on dit que cette rationalité, elle est là du fait que ces organismes ont été construits par la sélection naturelle. Certains auteurs, il y en a même qui sont pas mal liés à certains d'entre des contributeurs du volume, hein, pensent que les organismes sont des agents, et certains, et c'est pour ça que je dis ça, vont même jusqu'à ressusciter un certain aristotélisme. Hein. Vous avez un article d'un philosophe qui s'appelle Denis Walsh qui essaye de défendre une idée illémorphique des organismes. Hein. En tout cas, l'idée, c'est qu'effectivement, peut-être, on peut penser les organismes comme des agents et pas uniquement comme des créations de la sélection naturelle. Ce qui veut dire deux choses. La première, c'est que dans cette perspective, il y a une sorte de flèche causale qui part des organismes vers l'environnement. C'est eux qui causent quelque chose. Par exemple, quand des castors font des barrages, ils causent quelque chose. Et ils causent, finalement, le castor qui fait un barrage, il va changer la population de poissons. Donc il va changer les poissons auxquels on va faire les castors. Donc il va changer, pour le dire techniquement, les pressions de sélection sur les castors. Donc en fait, il va en quelque sorte impacter l'évolution de sa propre espèce. Voilà. Donc ça, c'est l'agentivité. Et le second point, c'est que c'est, d'un point de vue purement philosophique, d'une part, on voit toujours que la philosophie a une historicité un peu bizarre, hein, puisqu'il y a des aristotéliciens maintenant. Et puis, toujours du point de vue philosophique, si on se place... Voilà, tu vois. Voilà. Ouh là là, oups. Voilà, en voilà une. Et donc même en biologie, ce qui semblait effectivement, on avait l'impression d'être loin devant. Hein. Mais surtout aussi et surtout, en tout cas, effectivement, dans la métaphysique, on dit parfois que la métaphysique aujourd'hui, hein, il y a des Humiens. Si vous promenez par exemple sur un campus américain, vous allez rencontrer des Humiens. Il y a des gens qui pensent qu'il y a un petit point dans l'espace-temps, puis un autre petit point dans l'espace-temps, et c'est tout en fait. Et puis vous avez des aristotéliciens, donc des gens qui pensent que l'ontologie est riche. Il y a des pouvoirs causaux, il y a éventuellement de la nécessité dans les choses, il y a des puissances, etc.
Bon, bah, effectivement, vous avez un peu ça en philosophie de la biologie, hein. Vous avez des gens qui pensent que tout est sélection naturelle, c'est-à-dire un ensemble de processus fondés sur les interactions entre organismes, basés ultimement sur les variations aléatoires de gènes, et puis des penseurs, et des philosophes et des biologistes qui pensent qu'il y a une densité causale, agentielle des organismes eux-mêmes. Donc ça, c'était la première chose que je voulais dire. La seconde chose que je voulais dire, si j'ai encore deux... Enfin, je ne sais pas si vous m'arrêtez là aussi. Ou... Bon, sinon, deux petits points. La première, c'était qu'avant, on disait, il y a l'épistémologie historique plutôt française. Tout problème de philosophie des sciences requiert de passer par l'histoire des sciences pour être résolu. Et puis la philosophie des sciences dite analytique, pour laquelle, en gros, la littérature pertinente démarre, en gros, vendredi dernier. Et le reste. Et bon, dit comme ça, évidemment, c'est trivialement faux. Mais le fait est que ça ne tient vraiment plus. Donc, et ne serait-ce que ce que je dis maintenant, à savoir que les gens qui font de la philosophie de la biologie, bah, en fait, ils lisent au moins Darwin, mais vraiment l'origine des espèces est de Descent of Man de Darwin. Et ils posent si vous voulez comprendre par exemple ce que c'est que le concept de fitness, hein, de survie des plus aptes, c'est absolument impossible de le faire sans lire ce que dit Darwin, ce que disent les premiers généticiens des populations, comment ils mesurent la fitness, c'est-à-dire le succès évolutif, et pourquoi en fait ils ont des versions qui sont parfois strictement antagonistes les unes avec les autres. Donc sans ce principe un peu historique, c'est absolument impossible de comprendre ce que c'est de point de vue théorique, hein, que la fitness. Et effectivement, une des voies par lesquelles l'épistémologie, la philosophie analytique et l'épistémologie historique se rencontrent, c'est aussi quand on prend en compte le fait que les sciences, c'est une activité de gens qui sont dans des communautés spécifiques historiquement situées. Et donc ça, il y a des chapitres, il y a le chapitre sur l'épistémologie située dans les livres qui en parlent très bien, et aussi le chapitre sur l'épistémologie sociale, qui est aussi une manière, alors, qui vient, elle, de l'épistémologie, on va dire, analytique, hein, mais qui rend compte du fait que la connaissance ne se produit pas dans la tête de quelqu'un, mais se produit selon des modalités sociales, hein, et ce qui en un sens est facile à voir dans la mesure où si vous vous demandez quelles sont dans votre tête les connaissances que vous avez acquises de manière purement cartésienne, c'est-à-dire auprès d'un poil, en faisant des déductions totalement évidentes, ça doit être 0,3% de vos connaissances. En général, on a lu des choses pour lesquelles on a fait confiance à la connaissance de l'auteur pour pouvoir accepter les choses en question. Et dernier point que je voulais dire, je pense que Pierre disait, effectivement, il y a quelque chose de nouveau quand on fait de la philo des sciences maintenant, c'est pas la même chose que de faire de la philosophie des sciences ou de la logique il y a 30 ans, comme c'était par exemple exprimé dans ce qu'on voit parfois dans certains manuels. Et je pense que une des choses qu'on peut souligner, c'est l'inflation, enfin la multiplication des objets. Avant, on disait, voilà, il y a des modèles. Je vais faire une toute petite note autobiographique. J'ai une copine qui m'a écrit il n'y a pas longtemps, elle est écologue, elle s'occupe de la barrière de brouage en Bretagne et puis les différents coquillages là-dedans et tout ça. Et elle m'a dit, j'ai une sorte de revue à faire pour... et en fait, est-ce que tu pourrais me dire, est-ce qu'il y a autre chose que les théories, les expériences, les observations en sciences pour faire une sorte d'inventaire de ce qu'on fait nous, les scientifiques? Je lui dis, oui, enfin, il me semble que c'est un peu plus... il y a ça, mais c'est plus compliqué. Et puis, finalement, il y a les modèles, on parle beaucoup de modèles. Et les modèles, il y en a plusieurs sortes. Alors, et dans les modèles, souvent, il y a du calcul. Et donc, les calculs, il y en a plusieurs sortes. Il y a les algorithmes, il y a un chapitre sur les algorithmes, il y a un chapitre sur le calcul. Et finalement, les familles de modèles se distinguent non seulement selon l'interprétation qu'on me donne, est-ce que c'est qu'un modèle, est-ce que c'est une analogie avec la réalité, est-ce que c'est une représentation, mais aussi selon le type de calcul, de computation qui est mis en œuvre dedans. Il y a du recueil de traces, et là je repense au chapitre sur la paléoanthropologie, hein. Il y a de la classification en tableau, enfin, on reconnaît qu'il y a de plus d'objets que... sinon que n'en avait rêvé la métaphysique, du moins que n'en ont pensé les philosophes des sciences qui nous ont éduqués. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop long. Non, très bien, merci beaucoup. Et je pense que les deux présentations que nous venons d'entendre illustrent très bien plusieurs caractères du livre, à la fois la diversité
des objets et des points de vue, parce que nous n'avons pas, encore une fois, une approche monolithique, mais nous avons voulu explorer des objets, des méthodes, des approches très différentes les unes des autres en philosophie des sciences, et à la fois également le fait que en philosophie des sciences, les questions ne... Alors, il y a des questions générales, des questions éternelles, des questions sur la science, etc. Mais il y a aussi l'idée que les questions philosophiques naissent d'une pratique et d'une connaissance des sciences elles-mêmes dans leur singularité, dans leur multiplicité. Et l'un des objectifs de l'ouvrage, c'est aussi de montrer cela, de montrer comment des sciences particulières font naître des questions philosophiques, suscitent des questions philosophiques, et c'est une invitation aussi à ne pas philosopher de manière trop abstraite et éthérée et éloignée du concret, et d'articuler la réflexion philosophique à une connaissance des pratiques scientifiques, des sciences dans leur diversité, dans leur multiplicité. Alors il y a bien d'autres aspects que nous ne pourrons pas aborder. Je voudrais souligner un point, c'est la dimension du rapport de la science à la politique et au social. Alors on a parlé un petit peu de l'épistémologie sociale, mais le rapport de la science ou des sciences au social est en fait extrêmement complexe, multiple et très riche. Donc il y a aussi cette dimension-là dans l'ouvrage. On a parlé du chapitre sur l'épistémologie située, ce qui implique aussi une approche féministe de l'épistémologie. Il y a aussi la question du rapport entre science et connaissance en général. Alors ça, c'est pour comprendre ce rapport-là, il faut... le mot épistémologique est un mot très complexe, avec des strates de signification extrêmement nombreuses, aide à comprendre aussi le rapport entre connaissance en général dans ces multiples aspects qui ont été évoqués par Philippe à l'instant, et puis la science ou les sciences. Alors, il y a aussi cet aspect-là, notamment dans l'introduction, où nous essayons de faire une analyse des deux notions du titre, logique et épistémologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Épistémologie, c'est une notion extrêmement complexe qui requiert de démêler une histoire qui est assez brève, qui ne remonte pas au-delà du XIXe siècle, hein, mais qu'il importe de bien comprendre. Puis il y a la grande question, qu'est-ce que c'est que la logique pour des philosophes, hein, pas seulement pour des mathématiciens ou pour des linguistes ou pour des informaticiens, mais pour des philosophes. Alors, c'est une question très complexe, mais nous avons essayé dans l'introduction de dire les choses de manière, d'essayer d'introduire à cette question. C'est pas facile, bon voilà, c'est un essai dans ce sens-là. On n'a pas parlé beaucoup dans nos présentations de la philosophie de la physique. Tu as évoqué la question du rapport, c'est très important, la question du rapport entre théorie, modèle et calcul. Il y a un chapitre qui est consacré à cela. Il y eut un temps où théorie et expérience étaient une question majeure en épistémologie. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, il y a les modèles, il y a le calcul qui viennent s'insérer dans cette réflexion du rapport à la théorie. Et donc cette complexité, elle est explorée dans l'un des chapitres qui sont consacrés à cela. Il y a un chapitre qui est consacré à des questions techniquement très élaborées sur la théorie de la relativité et la mécanique quantique. Alors ce sont des questions très savantes, très compliquées, mais qui sont présentées d'une manière remarquablement claire, pour un lecteur qui n'est pas spécialisé de ces domaines.
voilà, on n'a pas cité, je crois, je ne sais pas si on n'a pas cité tous les chapitres, mais peu importe, on a donné voilà. Une question importante, c'est le rapport de la logique et de la philosophie. Quel est le rapport de l'analyse logique en général et le rapport de la logique à l'analyse logique pour la solution des problèmes de philosophie ou pour l'élaboration d'une réflexion sur des questions de philosophie. Ça, c'est également un des points qui sont discutés. La théorie des définitions. Il y a un chapitre qui est consacré aux définitions. Je pense que c'est très important parce que, au fond, la question de pourquoi et comment définir, ça soulève la question de la création conceptuelle, de la formation conceptuelle, la formation des concepts. Et là, je suis toujours étonné de l'importance du sujet et du peu, comment dire, de la rareté des cours ou des discussions sur la question de qu'est-ce qu'une définition. Et donc, il y a un chapitre qui est consacré à cette question. Il y a une théorie de la définition, une théorie qui est maintenant classique de la définition, qui est exposée, qui est malheureusement trop peu connue et qu'on essaye de présenter également dans cet ouvrage. Voilà, on essaye de faire un petit peu le tour. Oui. Alors, ce n'est pas le tome 1 d'une longue série, ce n'est pas une saga. Dans la saison 2, donc, en revanche, il y a un nouveau personnage. Ce n'est pas une saga, c'est un volume qui vaut pour lui-même, qui n'a pas du tout la prétention d'être un manuel au sens où il chercherait à couvrir l'ensemble des questions. Ce n'est pas le problème. Nous avons fait plutôt un choix d'un certain nombre de questions sur lesquelles il nous semblait important d'insister, encore une fois, parce qu'elles n'étaient pas forcément pas assez connues ou pas assez discutées. Mais en revanche, les questions que vous soulevez, qui sont très importantes, font l'objet d'indications bibliographiques. Donc, pour la réponse à votre question, il y a en fait des indications bibliographiques qui sont, je pense, assez fournies. Ouais. Mais, non, mais je pense que tu auras le temps de poser une question après. Voilà, mais juste pour ajouter. Enfin, non, mais c'est vraiment une question compliquée que de se représenter correctement le rapport entre l'épistémologie ici, qui concerne quand même beaucoup la philosophie des sciences, et puis l'épistémologie au sens anglo-saxon, qui concerne la théorie de la connaissance, en particulier parce que je ne suis pas un expert en épistémologie au sens anglo-saxon, hein, mais j'ai quand même l'impression qu'une bonne partie de la littérature concerne le scepticisme, la définition de la vérité. Est-ce qu'il est vrai que quand je dis P, je dis qu'il est vrai que P? Oui, c'est vrai, mais est-ce que ça suffit, est-ce que ça résume totalement ce que c'est que la vérité? Qu'est-ce que je dois rajouter à une croyance vraie pour que ça devienne une connaissance? Et si c'est une justification, qu'est-ce qui fait une bonne justification? Et en fait, il y a une chose assez frappante qui est que souvent, les exemples en épistémologie, et les exemples c'est très parlant en fait, je veux dire, les exemples en épistémologie c'est quelque chose du genre je crois qu'il pleut. Ce qui en soi est très intéressant, surtout quand il pleut, mais le degré de complexité quand vous prenez quelque chose du genre, je ne sais pas, les inégalités de Bell sont vérifiées, est quand même assez différent. Et donc, des fois, parfois j'ai l'impression que c'est très très difficile de passer d'une approche de la connaissance qui effectivement vise à dire des généralités sur la connaissance, mais dont le prix à payer est que vous prenez des exemples de connaissances qui sont vraiment extrêmement élémentaires. Je crois que P, et P en général, ce n'est pas la théorie des supercordes, quoi. Et alors évidemment, on pense que quand je crois qu'il pleut, et il pleut est vrai, si j'ai analysé ça, j'ai analysé aussi, je crois, que la théorie des supercordes et la théorie des supercordes est vraie.
Je ne suis pas certain que ça marche, et je ne suis pas certain que ça marche pour une raison assez précise, enfin, entre autres pour une raison assez précise qui a à voir avec un certain nombre de choses qui sont analysées dans ce livre, qui est que les théories scientifiques, ce n'est pas « je crois qu'il pleut », c'est « voici un modèle de la pluie ». Je suis tout à fait conscient qu'il existe d'autres modèles de la pluie. Mon modèle de la pluie est aussi un modèle de la tempête et de la grêle. Donc je ne peux pas très bien prédire la pluie. En revanche, j'ai un copain là qui a un modèle de la pluie, qui est juste un modèle de la pluie, et là il peut vous dire pourquoi il pleut en Bretagne les 3/4 du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, alors si on pose la question épistémologique classique, c'est quoi le vrai modèle? Et ça, vous pouvez faire l'expérience dans la vraie vie en fait. Les scientifiques se marrent en fait, ils n'en savent rien. Si on n'a pas, est-ce qu'un modèle du Covid qui vous dit par exemple, le Covid, il obéit à telles et telles équations, et je vous prédis qu'il y aura entre 80 000 et entre, je sais pas, entre 2000 et 80 000 morts, est plus vrai qu'un modèle du Covid qui ne vous donne pas les équations, mais qui vous prédit assez exactement combien il y aura de décès du Covid si vous ne faites pas de confinement. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le prédicat vrai, qui occupe l'épistémologie, quand vous faites de la science, et évidemment je ne veux pas faire de relativisme, etc., mais vous avez des questions qui ne se posent pas dans la vie de tous les jours, par exemple, enfin en tout cas pas de manière aussi évidente, comme par exemple comparer un modèle très général, mais qui fait des mauvaises prédictions, ou qui ne fait pas de prédictions, avec un modèle très précis, mais qui s'applique à une situation. Il y a les deux en science, hein, donc... voilà, d'où le fait que ça va être très difficile de faire une saison 2 sur l'épistémologie, parce qu'il y a un hiatus entre les deux, dont je ne pense pas, je ne sais absolument pas s'il est surmontable ou pas, etc. C'est juste... Je me permets de signaler que dans mon chapitre, j'aborde justement, mais du point de vue de la théorie de la science médiévale, la définition de la connaissance comme croyance vraie justifiée, parce que cette définition, elle a été récemment, enfin, elle a été pas mal critiquée, puis c'est vrai que les modèles qui sont donnés par Guettier, l'horloge qui s'arrête, enfin bon, bref, c'est quand même assez pauvre, mais j'essaye de montrer que ça marche bien pour le Moyen-Âge, mais comme théorie de la science, parce que aussi il y a une conception très haute de ce que c'est que le savoir, hein. Donc, et puis il y a une disqualification quand même assez importante du savoir ordinaire, on va dire, hein. Et donc je pense que c'est assez bien, c'est ce qu'on a dans les textes, en fait je donne les textes, hein, donc c'est pas mon interprétation, ça marche comme ça. La science, c'est une croyance vraie, justifiée, c'est-à-dire certifiée par la logique. C'est comme ça que ça marche, ouais. Mais ça engage le rapport entre connaissance et science à un certain moment, avec cette cléricalisation, cette appropriation savante de ce que c'est que le savoir, qui est aussi typique du Moyen-Âge. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Effectivement, la première à dire, c'est que d'une certaine manière, on est tous tributaires de ce que je ne sais plus qui, mais en tout cas, Jean Gaillon utilisait ce mot, a appelé le tournant provincialiste de la philosophie des sciences, à savoir que depuis les années 70, il y a une philosophie de la biologie et qui s'est instaurée avec cette idée que c'est pas pareil en biologie qu'en physique. Et tous les neutrinos se ressemblent, tous les kangourous se ressemblent pas, pour rester un peu trivial, hein. Et donc, voilà, on ne peut pas répondre aux questions de la même manière. Et avec ça, l'abandon d'une espèce de rêve un peu popérien qui est on va avoir la méthodologie de la science, parce que si on laisse de côté le contexte de la découverte, qui est quand même un peu un gros fouillis, pas philosophiquement intéressant, le contexte de justification, ça, il y a des règles, et puis alors on peut nous renvoyer à des points logiques de base, hein, on peut affirmer un énoncé général, on ne peut pas le confirmer, etc. Donc on a un peu abandonné ça, et on a d'ailleurs un peu aussi abandonné l'idée qu'il y aurait des critères absolus de scientificité. Ça devient très rare de trouver des philosophes qui disent « Ah, ça c'est une science, ça c'est une patience ». Et
Et donc la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait de ces bouts du puzzle. Est-ce que la philosophie de la biologie, la philosophie de la physique, etc. Et juste pour dire vite, mon sentiment, c'est que premièrement, il y avait une manière classique de penser ça, donc encore une fois, qui était la pyramide. Hein. Là, tu as les mathématiques, et puis au-dessus, tu as la physique. Tout ce qui existe est physique, donc ça obéit aux lois de la physique. Ensuite, tu as la chimie, et tout ce qui est au-dessus obéit aux lois de la chimie, c'est la biologie, et ainsi de suite. Et en fait, ça devient un peu difficile de penser ça parce que non seulement il n'y a pas de loi pont, comme on dit, qui permettent de dire on pourrait en principe savoir comment passer de la physique à la biologie, mais aussi et surtout, c'est pas absurde de dire qu'on peut voir les choses assez différemment. Typiquement, de mon point de vue, il y a des modèles en économie. Si on prend le point de vue des modèles, c'est les mêmes en économie et si vous voulez savoir, et en biologie en fait. Si vous voulez savoir comment un gorille se comporte, en gros, vous mettez un gorille dans la nature. Là, il a sa femelle. Et puis autour, il y a d'autres femelles avec d'autres bébés. Vous avez des équations, les équations de l'économie, hein, qui sont les équations de la théorie du choix rationnel, en fonction de la distance où il y a d'autres femelles et des autres mâles aussi à proximité et du nombre de descendants qu'il a déjà avec cette femelle. Il va soit laisser cette femelle pour en féconder d'autres, soit ne pas le faire. Et c'est des papiers de Robin Dunbar, hein, j'invente rien, dans les années 80. C'est des modèles de choix rationnel. C'est la même chose que de l'économie. Donc, autrement dit, l'économie est quasiment transversale à l'écologie comportementale, et enfin très exactement la théorie du choix rationnel est transversale avec l'économie comportementale, l'écologie comportementale, les gorilles, hein, et puis la microéconomie. Bon. Donc si on voit ça, les relations entre les sciences sont assez différentes. Alors effectivement, l'unification, ce serait plus par des procédures de réduction, mais par des procédures d'identification de modèles transversaux. De la même manière, il y a des gens qui vont dire, bah voilà, au fond, les économies, c'est des tas de sable. Ça s'appelle l'éconophysique, hein, et vous avez des mêmes modèles, des modèles de percolation, des modèles de diffusion, etc. Et donc là, il faut regarder à l'intérieur en fait des modélisations mathématiques, ce qui permet de produire à la fois une connaissance d'un certain domaine ontologique, c'est-à-dire par exemple la finance, et d'un autre domaine ontologique, par exemple la physique des collectifs. Voilà, c'était ma réponse. Julie. Oui, alors moi je peux faire un petit commentaire, disons, historique relatif à la tradition aristotélicienne. Donc je dis tradition aristotélicienne parce que, comme il est bien connu, il n'y avait pas de logique, une discipline logique chez Aristote, mais disons, pour simplifier, on va dire la discipline logique chez Aristote. Alors dans l'interprétation médiévale, on distingue la logique générale et les logiques spéciales. Donc qu'est-ce que c'est la logique générale? C'est ce que j'ai appelé logique maintenant, c'est-à-dire en fait un cadre logique général qui vaut pour toutes les sciences, qui est topic neutral, qui vaut pour tous les domaines d'objets, pour toutes les sciences. Donc c'est un peu ce que vous suggérez, c'est-à-dire un point commun logique en fait, c'est la structuration logique des énoncés scientifiques qui est commun à toutes les sciences. Et puis les logiques spéciales, ce sont les logiques, en fait c'est la méthodologie propre à chaque science. Donc là encore, ce n'est pas moi qui interprète, hein, je reprends les termes de mes acteurs. Hein. Mais alors à quoi ça correspond dans la tradition aristotélicienne? Ça c'est très intéressant. En simplifiant et en disant qu'il y a les textes, le corpus logique chez Aristote, hein, la logique, et puis il y a les autres corpus. Qu'est-ce qu'on a chez Aristote? On a tout un tas de réflexions de type logico-épistémologique en dehors de la logique, notamment le début des parties des animaux, le début de la physique, les excursus dits méthodologiques de l'éthique à Nicomaque, etc. Et alors, en fait, c'est ça aussi la source. Hein. Et donc, il y a cette idée qu'on va adapter, en fait, cette logique générale aux logiques spéciales. Alors, je trouve que de ça, on peut tirer deux remarques vraiment intéressantes. La première, c'est que tout ce que j'ai dit ne doit pas laisser penser qu'au Moyen-Âge, on avait une conception purement verbale de la connaissance scientifique. Donc, en fait, n'importe qui est bien outillé logiquement, il peut trouver des vérités dans toutes les sciences, ce qu'on appelle les sciences particulières, hein, c'est-à-dire les sciences individuelles, puisque la logique est une science générale avec la métaphysique. Ça aussi, c'est une invention médiévale. Et donc ça correspond à ce qu'Aristote appelle aborder les choses de manière logikos.
de manière logique. C'est-à-dire, en fait, première approche un peu verbale, dialectique d'un truc qu'on n'a pas bien compris. C'est une première approche, mais évidemment, c'est pas ça les sciences. Les sciences, elles ont des principes propres, etc. Et il appartient à chaque science de découvrir ses propres principes. Donc, en général, apparaît, en même temps que tout ce que j'ai décrit, apparaît une critique partagée par l'ensemble des auteurs de ce qu'on appelle à l'époque la dialectica utens, c'est-à-dire l'idée que le logicien comme dialecticien, il va pouvoir avoir une discussion topique générale à partir des notions de genre, d'espace, d'espèce, de hiérarchie, d'inclusion, d'opposition, et puis il va t'expliquer la vérité dans tous les domaines de savoir. Ça, c'est rejeté. C'est même rejeté chez Raoul Le Breton, un maître de la fin du XIIIe siècle, comme étant une appropriation du savoir illicite de ce qu'il appelle la logique pure. Donc ça fait vraiment penser aux divagations de la raison pure, quoi. Voilà, donc ça c'est la première chose. L'autre chose que je trouve très intéressante, c'est que ces dimensions logico-épistémologiques et méthodologiques internes aux traités scientifiques eux-mêmes n'a pas échappé à certains spécialistes, par exemple James Lennox, qui a écrit un super livre qui s'appelle The Philosophy of Biology, donc d'Aristote, et qui vient d'en publier un autre, où justement il développe une espèce de théorie de différents degrés en fait, de méthodologie scientifique à l'intérieur de chaque ouvrage. Et Zoé McConaughey a écrit récemment un article qui propose de voir les topiques d'Aristote comme une sorte de matrice générale de toutes ces différentes méthodologies. Bon, ça c'est interne à la tradition aristotélicienne, mais enfin voilà, c'est mon commentaire du point de vue de l'histoire des traditions aristotéliciennes. Ah, merci, c'est vraiment très intéressant. Je pense qu'on va peut-être on va conclure. Je voudrais juste faire une toute petite remarque pour conclure. Je pense qu'il est important de dire aussi que ce volume a été réalisé en pensant beaucoup aux collègues de l'enseignement secondaire qui enseignent dans les lycées et nous espérons vivement qu'il sera utile à cet enseignement de la philosophie dans les lycées et ça a été très largement aussi conçu dans cette perspective. Voilà, je pense qu'on va conclure là.